Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review du futur de l'épisode 139, cette fois-ci de Dragon Ball Super. La dernière fois, on en était resté tout simplement sur la fameuse apparition de la citadelle qui n'était pas du tout prévue, avec tous les Akaishin qui attendaient au combat notre équipe des enfants de la création. Chacun des Akaishin s'était séparé, donc on suppose aussi que notre groupe, ils avaient déjà pris la décision de toute façon en fin d'épisode, de se séparer également pour aller les affronter. C'était un petit peu la meilleure solution à prendre, pour éviter d'avoir une espèce de nouvelle Battle Royale. Si on concentre tous les pouvoirs de tous les Akaishin au même endroit, et de tous les mortels au même endroit, ça risque d'être vraiment problématique dans une espèce de grosse bagarre comme ça. Les devins, en ce début de vidéo, je vous demande un maximum de likes. Alors je ne sais pas s'il y aura vraiment un palier ou pas, mais je sais que la dernière fois, dans la dernière review du futur, vous êtes arrivé à 2100 pouces bleus, donc si on peut arriver à quelque chose de similaire, c'est super. Merci à toutes les personnes qui pourront y contribuer. Et donc, je vous épargne les détails, mais en fait, on a aussi du côté des enfants de la création, certains petits groupes qui se créent, et vous allez voir que pour la plupart, au final, ça va se terminer en solo, un contre un. Pour commencer, nous avons Goku et Vegeta, les deux sont ensemble et se dirigent dans la même direction. Sur le chemin, c'est un petit peu calme, on a un petit peu des phrases d'humour, du genre Goku qui dit qu'il a faim, il prendrait bien un senzu de Vegeta, parce que rappelez-vous que Vegeta a amené des senzu avec lui, mais bien sûr, Vegeta pique une crise de colère et lui dit de ne surtout pas toucher à ça. D'ailleurs, il dit qu'il en a juste assez un par personne et qu'il a séparé ça justement au moment de la séparation du groupe. De toute façon, nos deux Saiyans préférés n'ont pas vraiment le temps de se chamailler ou quoi que ce soit parce qu'ils arrivent très vite face à leurs ennemis. Le chemin se sépare une nouvelle fois. Goku lui demande s'il va encore régler ça par un Janken, vous savez, le pierre, papier, ciseaux, machin. Mais Vegeta lui dit qu'il n'a pas le temps pour ça, qu'il n'a pas envie. Il va direct à droite et Goku va à gauche du coup. Goku se retrouve nez à nez face à Kitera dans un lieu, une pièce qui est plutôt grande. À peu près tout est doré, un petit peu comme des dorures, des trucs comme ça. Il y a des statues de Kitera un petit peu partout. Vous vous rappelez du Akashinkai, du lieu, enfin de la planète de Kitera? Il y avait des statues de lui-même, un petit peu comme s'il s'aimait beaucoup, tu vois, ce type-là. Et il y en a d'autres qui sont ici, on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. Goku remarque qu'il fait déjà plutôt très chaud dans cette pièce-là, et il sent que la température n'arrête pas de s'élever. Et en plus, il finit par dire qu'il y a une odeur qui lui est familière dans cette pièce-là et que ça lui donne même faim, mais il sait pas trop ce que c'est. Au final, il se trouve nez à nez face à Kitera. Et tout cet aspect un petit peu réflexion machin disparaît. On a Goku qui est un petit peu confronté à ses émotions parce que le coup final sur Beerus, celui qui a tué Beerus, c'est quand même Kitera. Et Kitera est juste en face de lui, en train de le narguer. Malgré tout, même si la colère est en train de remonter énormément, Goku déjà il a eu un petit peu le temps de digérer cette mort de Beerus, enfin pas trop mais vous m'avez compris. Et surtout, il se ressasse dans sa tête les moments où Gohan lui a fait un petit peu la leçon. Et on sent que grâce au personnage donc de son fils de Gohan, Goku mûrit un tout petit peu dans le sens où il s'apaise et comprend que, en réfléchissant, en gardant ses capacités, il pourra livrer un meilleur combat et arriver même à une meilleure vengeance ou un truc comme ça de Beerus. La scène change et on tombe tout simplement dans un milieu aquatique. Le lieu est à peu près aussi grand que celui dans lequel Goku se trouvait et à la sortie de ce tunnel assez sombre, il y a Vegeta qui en ressort. Face à lui, en hauteur, il y a Jin, le Akaishin homme poisson. Jin le nargue beaucoup, il dit que c'est dommage de tomber sur Vegeta parce que il a compris que Vegeta était inférieur à Goku. Il commence direct à se moquer de lui, à le narguer en disant « T'as vu ce que j'ai fait de Goku la dernière fois, donc avec toi ça va être très rapide ». Je pense que direct de loin vous voyez venir la réponse de Vegeta, il s'énerve aussi. Jin rétorque en plus en disant que cette fois-ci, il peut constater le lieu dans lequel ils sont, c'est un milieu aquatique. Et Jin fait la révélation que les gens de sa race, de son espèce, sont largement avantagés dans ce type de milieu-là. Il ne détaille pas trop ses origines, c'est un petit peu dommage, en même temps c'est pas le lieu et le moment de le faire, mais Vegeta dit une phrase assez intéressante, un petit peu nostalgique, en disant que ça lui rappelle un autre type arrogant du même genre, qu'il a carbonisé sur place. Et là, dans la tête de Vegeta, on voit une petite image comme un mini flashback rapide, où Vegeta fracasse Pupui. Sauf que oui, l'arrogance de Pupui et de Jin est similaire, les deux se croient vraiment intouchables dans leur milieu naturel, sauf que Pupui c'est loin d'être Jin et un Akaishin, tu vois, donc c'est un petit peu le même type de scénario, sauf que le niveau de puissance et l'équilibre en fait des puissances est contrairement inversé. En plus, Vegeta rétorque en disant que de toute façon, il le battra et qu'en plus il n'aura pas d'excuse pour perdre étant donné qu'il est soi-disant dans son milieu à lui aquatique machin. Il aura vraiment strictement aucune raison de dire « Ah ben j'ai perdu à cause de ça » ou quoi que ce soit. Donc en gros, Vegeta est rassuré même que Jin soit dans son milieu naturel. Dans cette discussion et dans cette altercation, Vegeta finit par se transformer en Super Saiyan God, oui, la forme rouge. Il ne l'avait jamais utilisé auparavant dans l'anime, mais on l'a très bien vu l'utiliser dans la version manga de Dragon Ball Super. Vegeta en est tout à fait capable. Jin ressent le ki divin, mais il dit « C'est bizarre, cette forme-là est moins puissante que la forme bleue de ton copain la Goku. » Et en plus, je t'ai vu toi-même l'utiliser dans le tournoi du pouvoir, ta forme bleue, tu avais même une forme légèrement supérieure. Pourquoi n'utilises-tu pas tout ça? Et Vegeta lui dit qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a qu'à venir tester pour voir ce que ça va donner. Jin, vous le savez bien, du coup,
Il voit que son adversaire est dans une forme inférieure de combat, lui il est à son avantage dans ce milieu aquatique, il se met à plonger justement dans cette eau-là, et il dit que de toute façon, rien qu'entre lui, Jin et Ivan, ils sont foutus. Il fait comprendre à Vegeta que même à eux deux, ça serait suffisant. Mais dans sa tête, on a une petite pensée comme en voix off, Jin qui se parle à lui-même en disant « J'espère que Ivan ne fera pas tout foirer ». Parce qu'il est quasi sûr, même s'il l'a pas vu de ses propres yeux, que Ivan a laissé filer Jiren la dernière fois. Rappelez-vous, Ivan avait battu Jiren, mais Ivan n'avait pas tué Jiren alors que c'était la mission. Donc il y a un petit doute sur lui, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour vous donner la suite justement du groupe des enfants de la création, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien tout simplement on a Hit et Jiren, ils partent ensemble. C'est bizarre, les deux sont ultra solitaires, mais ça ne nous est pas encore expliqué ici, mais on sent qu'il y a eu quelque chose, que quelque chose se passe, ça nous sera probablement expliqué par la suite. Mais déjà on constate que Hit il est un petit peu comme fatigué ou essoufflé, et on pourrait croire qu'il est essoufflé parce qu'il vient de faire, vous savez, quand ils ont passé l'épreuve, c'était Hit qui était un petit peu au centre en train de ralentir le temps, etc., de le bloquer, faire la cage du temps, justement pour que ses coéquipiers puissent passer à travers le Hakai, et que ça l'aurait vidé un petit peu de ses forces et de son énergie et tout ça. Sauf que, au lieu de récupérer de ses forces, Hit ne cesse de s'essouffler, comme s'il y avait quelque chose que l'on ne nous dit pas. Mais bon, heureusement il est bien accompagné, il est accompagné de Jiren, et ils finissent par tomber sur Mosco, dans une pièce un tout petit peu plus petite que les précédentes, mais qui est vraiment différente visuellement. C'est une pièce où les murs ressemblent à des espèces de fiches électroniques géantes. Ils sont sur Mosco, et Mosco nous a toujours paru comme étant un des plus faibles Akaishin, on est bien d'accord. Alors Mosco a plutôt la confiance, il leur dit, bon, Jiren a déjà été battu par un autre, Hit il sait pas trop ce qu'il vaut, il a vu un petit peu au tournoi, mais il n'en sait pas plus. En tout cas, il avait vu que Hit avait battu plusieurs de ses robots dans le tournoi du pouvoir, rappelez-vous. Mais en tout cas, il est content de voir que Hit est essoufflé, il lui dit, l'attaque précédente ne t'a pas laissé indemne, il pense que c'est ça, mais nous, spectateurs, on se rend compte que ça ne l'est pas vraiment, et il reste quand même Jiren qui est le gros morceau à battre, c'est de lui surtout dont il s'inquiète, et Mosco finit par dire que se battre en 2 contre 1, c'est pas forcément loyal. Alors Jiren lui dit, ramène-en autant que tu veux, ça ne changera rien. Mosco dit qu'il ne fera pas ça, qu'il ne se rabaissera pas à cela, et le Akaishin de l'univers 3 finit par sortir de son armure. Vous vous rappelez, dans un épisode du tournoi du pouvoir, on avait vu qu'au moment de se faire détruire, eh bien il y avait un être vivant, en fait, un espèce de truc avec des cornes là, qui sortait justement de l'armure et qui regardait son ange pour lui dire au revoir. En voyant cela, eh bien déjà les deux sont étonnés qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais surtout ils sont étonnés qu'il ne garde pas sa protection. Et Mosco dit que ça fait très longtemps qu'il ne s'était pas battu sous cette forme-là, et on voit qu'au final, c'est du 2 contre 2. Parce que l'armure semble avoir pas forcément une conscience, mais en tout cas arrive à réfléchir par elle-même, et va finir par se battre contre Hit, tandis que Mosco lui-même, sous sa forme humaine on va dire, va se battre contre Jiren. Donc tout à coup le combat est rééquilibré, et même on a un petit peu peur pour Hit qui est de plus en plus essoufflé, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. En parlant de combat difficile, eh bien il faudrait sûrement se pencher du côté de Kiabe, et aussi de Caulifla. Kiabe et Caulifla avaient fait route ensemble, mais leurs chemins se sont aussi séparés. Kiabe finit par tomber sur Sidra, c'est pas trop mal parce que ça reste un des Akaishin les plus faibles, mais ça reste un Akaishin quand même, et Kiabe n'est pas de ce niveau-là. Il arrive dans un monde qui est plutôt vide, mais il y a des rochers qui sont un petit peu flottants, on ne sait pas trop ce qu'il se passe quand on met le pied dessus, les rochers bougent un petit peu en haut en bas, vous savez, est-ce que c'est solide, est-ce que ça tiendra, on ne sait pas, on ne voit pas le fond, le sol de la pièce tellement il est loin. Et une fois que Kiabe va sur cette espèce de ring de combat, au final chaque lieu est un petit peu une arène de combat, eh bien Kiabe se rend compte qu'il ne peut pas voler, mais il en est de même pour Sidra. Il explique que les forces d'attraction de cette pièce sont tellement équilibrées et que aucune n'arrive à pencher d'un côté ou de l'autre, que ça fait que chaque combattant qui rentre dans cette pièce-là ne peut pas voler. Donc c'est un petit peu du combat au sol, en se fiant sur cette espèce de pavé qui est pas du tout solide, on ne sait pas trop si ça va tenir ou pas, ça fait un petit peu penser dans les jeux d'arcade. T'as souvent des plateformes, tu mets tes pieds, ça tombe sous tes pieds, il faut sauter avant, bon voilà, c'est un petit peu ce truc-là dans les jeux vidéo, et vous remarquerez que même si là c'est moins évident, eh bien justement chaque pièce est un petit peu à l'image de chacun des Akaishin qui se battent à l'intérieur. Ici c'est un petit peu pour représenter le côté indécis du Akaishin Sidra, qui ne sait pas prendre de décision, les forces d'équilibre de l'attraction qui penchent d'un côté ou de l'autre mais qui sont toujours au point d'équilibre. En gros, le mec ne sait jamais sur quel pied danser. Voilà, ça représente un petit peu chacune des personnalités des Akaishin. Du côté de Caulifla, eh bien, elle tombe contre LS. Donc c'est un combat 100% féminin de ce côté-là. Une pièce un petit peu façon salle du trône de pyramide. Il y a plein de statues qui ornent les murs. C'est pas tout un tas de statues comme dans la pièce de Kitera. Chez Kitera, elles sont disposées d'une manière un petit peu aléatoire. Il y en a partout, on sait pas trop pourquoi. Ici, elles sont vraiment ordonnées pour que ça ait une certaine esthétique. Esthétique, LS, la Akaishin de la beauté, etc. Et chacune de ces statues porte des arcs et des flèches. Vous vous rappelez également que LS se bat grâce aux arcs et aux flèches. Chacune de ces flèches, ça fait un petit peu penser à Zelda. Quand Link change de flèche, il a les flèches de feu, de glace, de lumière et tout ça.
eh bien chacune de ces flèches sont illuminées de couleurs différentes et les seules lumières de la pièce d'ailleurs proviennent de ces fameuses flèches. Il n'y a pas d'autres lumières, il n'y a pas de feu ou quoi que ce soit. LS dit que c'est fait exprès pour cacher la laideur de ceux qui sont laids, et seuls les beaux et les belles seront illuminés par les flèches de LS, et si par malheur, une de ces flèches venait à se tendre face à quelqu'un qui n'est pas beau, il mourra, il périra de ces flèches-là. LS tend alors son arc et vise vers Caulifla, et lui demande « De quel camp fais-tu partie d'après toi ?» Bon, on se doute qu'elle va lui tirer la flèche sur elle. Ensuite, du côté des combats, on a aussi bien sûr Gohan. Et Gohan est tombé sur quelqu'un à sa hauteur, j'ai envie de dire, en tout cas en termes de tempérament. Il est tombé contre Likir, celui qui ressemble à un renard. Les deux personnages, et peut-être un petit peu plus Likir, mais bon, les deux sont quand même assez nobles, assez posés. Les deux se comprennent, ils discutent un petit peu de la situation, les deux se comprennent, mais malheureusement, ils doivent s'opposer dans ce combat-là. Ils sont pas du tout dans le même état d'esprit que Vegeta et Jin qui veulent se tabasser dans tous les sens. Les deux le font parce qu'ils doivent le faire, et ils veulent le faire le plus loyalement possible. Gagnera celui qui sera le plus fort. D'ailleurs, la pièce dans laquelle il se trouve est à peu près normale. Il y a quelques décorations, tout ça qui font penser à Likir, mais rien qui a l'air de servir au combat. Likir dit qu'il n'utilisera pas, vraiment pas du tout, d'aide ou d'artifice pour s'avantager comme les autres Akaishin. Ce combat sera vraiment à la loyale, et au final, le combat de ce côté-là se lance assez rapidement. Likir, comme d'hab, il se bat plus à distance, et Gohan, lui, il est plus corps à corps. Mais bon, même si chacun peut tirer des avantages et des inconvénients des situations, on se rend compte que Likir a quand même l'avantage physique, rapidité, etc. et force sur Gohan. Ça reste un Akaishin et Gohan n'est pas encore tout à fait au niveau. Du côté du vainqueur du tournoi du pouvoir, bien sûr je parle de l'humain artificiel numéro 17, C17, il se bat contre Arak. Alors là c'est un petit peu plus tendu en termes de discussion, c'est moins amical. Arak traite C17 de tas de ferraille, il lui dit qu'il a gagné le tournoi sans être le plus fort parce qu'il a bien constaté que Goku ou Jiren étaient largement plus forts, même Toppo Akaishin et tout ça, plus fort que C17. Mais bizarrement, c'est lui qui a gagné. En même temps, une Battle Royale, c'est pas forcément fait pour que le plus puissant gagne, c'est celui qui survivra jusqu'à la fin. C17 ne rentre même pas vraiment dans son jeu, il lui dit que venant de la part d'un poulet dégueulasse, ça ne l'atteint pas, comme insulte. Du coup, Arak fonce directement au combat, ça l'a énervé. C17 fait sa barrière autour de lui. Arak fonce avec son espèce de bec et brise complètement le bouclier qui l'entoure. Suite à cette faille dans le bouclier, Arak est capable de lancer une boule de ki à l'intérieur. C17 trop tard, il referme son bouclier, naturellement il l'a refermé et il s'est auto-enfermé dans la vague de ki. Une fois expulsé et éjecté un petit peu plus loin, C17 se rend compte que ça sera beaucoup plus compliqué que prévu, même face à un dieu de la destruction qui ne paye pas vraiment de mine, tu vois. C17 se relève et il se rend compte que le vent se lève, alors que pourtant nous sommes dans une pièce en intérieur. On ne sait pas trop ce qui se passe, ça doit être quelque chose qui va mettre Arak à son avantage. On arrive dans les derniers combats, les devins, et il nous reste le cas de Ivan et de Champa. Il n'y a pas encore le combat qui se lance, mais on a Champa qui arrive, il ne sait pas trop sur qui il tombe, et on est dans une zone toute blanche. Presque lumineuse tellement elle est blanchâtre, un petit peu comme quand tu vois la neige, et ça fait lumineux tellement c'est blanc. Dans cette blancheur, il est assez facile de distinguer le personnage de Ivan, avec sa fourrure noire, etc. Champa se dirige vers lui, il lui dit que de tous, il ne l'aurait jamais cru capable de cela, tu vois. À la limite les autres pourquoi pas, mais Ivan il pensait que c'était vraiment le plus réfléchi et celui qui ne ferait jamais de tels actes et que du genre tuer Beerus, son propre frère. Et justement, au moment où on sentait que Champa allait ouvrir les hostilités et le combat, Ivan prend la parole et lui dit « Attends, je veux te parler ». On n'en sait pas plus et ça change de scène et on tombe sur Ramushi. Si vous avez bien fait les calculs, les devins, Ramushi se retrouve seul, sans personne, il n'a pas d'adversaire. Il y a 9 Akaishin pour 8 combattants. Alors c'est un petit peu comique parce que Ramushi est un petit peu dégoûté de pas avoir d'adversaire, etc. Mais en même temps, vu qu'il vient de se prendre une rouste face à Champa, il n'était pas forcément très chaud pour s'en reprendre une deuxième. Et il finit par dire « Ah, finalement c'est moi qui n'a aucun adversaire, qui n'a personne. Je ne sais pas si je peux me considérer comme chanceux, mais en tout cas c'est moi qui ira rendre une petite visite à vos amis sur Terre si je n'ai rien à faire ici. » On voit qu'il s'en va et donc prend la direction de Piccolo, Boo, etc. qui sont sur Terre. Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les personnes qui sont là ne seront pas informées de ce qui se passe là, parce que Goku est en train de se battre ailleurs, etc. Donc, il va y avoir de gros problèmes sur Terre par rapport à Ramushi, mais personne ne va en être informé, personne ne va pouvoir venir les aider vraiment, donc il va se passer beaucoup de choses aussi de l'autre côté. Les devins, c'est sûr, toutes ces intrigues-là, que cet épisode 139 du futur de Dragon Ball Super se clôture, il y a pas mal de combats à déverrouiller, pas mal de situations qui vont être forcément à l'avantage de l'un ou l'autre des camps. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire vos petites prédictions sur l'issue de chacun de ces combats-là, comment chacun peut se finir, qu'est-ce qui pourra se passer d'après vous avec Ramushi sur Terre, mais qu'est-ce qui pourra aussi se passer dans cette fameuse citadelle au niveau de tous les combats, des 8 combats face aux Akaishin. Il y a pas mal de terrain, il y a Goku, Vegeta, le combat de Hit et Jiren qui sont à 2, on ne sait pas vraiment pourquoi.
Bon voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager, ça serait intéressant pour moi d'avoir un petit peu vos retours sur les idées que je vous propose dans ces vidéos-là. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo. Si on peut se dépasser les 2000 likes, on sera vraiment parfait. Merci énormément du fond du cœur à tous. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.